Deuxième semaine de grogne des lycéens, ils ne démordent pas. 4 établissements bloqués ce lundi matin. Les élèves réclament de meilleures conditions de scolarisation, le renforcement de la sécurité aux abords des lycées. 170 000 € récoltés par l'association Médecins sans frontières pour rénover l'hôpital de Grand Brûlé de Drouillard en Haïti, détruit lors du tremblement de terre de janvier 2010. Nous y reviendrons. Enfin, les Bandidas et les Cariacous, vainqueurs de la 15e édition des Maîtres de la Pagaie. Une vingtaine d'équipes se sont affrontées tout ce week-end au lac Bois-Chauda de Kourou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'informations. Pour ouvrir ce journal à la une ce soir, la grogne des lycéens qui se poursuit en ce début de semaine. Les lycéens, les élèves des lycées Félix Éboué sont rejoints par ceux de Melchior Garé, de Léon Gontran-Damas, d'Élie Castor de Kourou. Tous déplorent l'insécurité aux abords des établissements, la désorganisation des emplois du temps et l'insalubrité des salles de classe. Reportage de Gaël Wassim. C'est dans une atmosphère de ras-le-bol général que les lycéens de Melchior et Garé ont manifesté ce matin devant leur établissement. Plusieurs problématiques dues notamment à l'insalubrité de l'établissement et des emplois du temps aléatoires. Le lycée est rouillé, on voit quand il pleut, il y a l'humidité qui passe. C'est un peu... En fait, on a l'impression que le lycée tombe en ruine. Il y a eu la rentrée qui a été chamboulée. On n'a pas nos emplois du temps fixes. On commence à en avoir marre. Même son de cloche pour les élèves du lycée Félix Éboué qui avaient déjà débrayé la semaine dernière pour toutes ces problématiques. Si un rendez-vous a déjà été donné par le rectorat ce mercredi, les élèves regrettent le manque de réponse par la CTG. Ça fait plus de 5 ans que nous faisons des demandes à la CTG. Ils le savent très bien. Ils connaissent la situation de chaque lycée. Alors c'est pour ça que maintenant nous sommes mobilisés. Si vous regardez bien, nous ne sommes pas les seuls lycées à être mobilisés. Nous sommes à 3 ou 4 à être mobilisés de couleur blanche pour faire comprendre que c'est les mêmes attentes et qu'il y a un ras-le-bol, qu'il faut que ça cesse et qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça change. Quelques kilomètres plus loin, les lycéens de Léon Gontran-Damas ont érigé un barrage filtrant devant leur établissement. Le constat reste le même. Donc si nous on a un problème, on se dit que tous les autres lycées aussi c'est les mêmes problèmes qu'ils ont. Donc je pense que ce qu'on devrait faire c'est être solidaire et montrer que voilà quoi, que plus on est fort, et puis ils vont se dire qu'il y a un problème et que ce n'est pas qu'à Damas, que c'est partout. Il faut qu'il y ait une force de cohésion. C'est la lutte pour la jeunesse. Nous nous sommes axés sur la jeunesse et nous sommes des parents et d'élèves également. Donc la raison pour laquelle nous sommes là, derrière eux, et bien solidement. Soutenus dans leur mobilisation par les collectifs des 500 frères et Trop Violence, une grande marche lycéenne sera organisée pour demain. Revalorisation du pouvoir d'achat, rétablissement des contrats aidés, construction de logements décents pour les enseignants dans les communes isolées. Autant de revendications qui seront scandées demain lors d'une manifestation intersyndicale dans toute la Guyane. Kourou, Saint-Laurent, Sinamari, Cayenne, Pascal Briquet, secrétaire général de l'UNSA Éducation, était au micro de Pierre Tréfou. Demain, c'est une journée de grève où nous appelons clairement à la grève dans l'éducation nationale. Donc tout corps de métier confondu. Et nous appelons à la grève et justement les collègues à se manifester pour qu'il y ait des avancées sur ces points-là. Parce qu'il faut savoir que les contrats aidés sont vitaux pour le fonctionnement des établissements. On le voit déjà avec les manifestations dans les établissements du second degré. Et puis bon, les conditions d'exercice. Si les personnels ne sont pas bien pour exercer, s'ils ne sont pas bien sur les lieux de vie, là où ils vivent, bon, ben, là aussi, rien n'ira dans l'académie, en tous les cas, dans la qualité de l'enseignement qui sera distillé pour les enseignants et l'encadrement qu'il y aura pour les autres corps de métier. Donc cet après-midi, nous avons une table ronde avec des élus et l'intersyndicale qui est prévue et où nous allons affiner nos propositions pour que nous puissions, dans un second temps, demain, à partir de 9h, présenter aux collègues qui nous rejoindront nos doléances et être reçus en préfecture à 10h30. Les exemples, c'est tout simplement le maintien en termes de contrats aidés pour l'académie et des supports, puisque bon, il y a un certain nombre de supports qu'il y avait jusqu'au mois de juin. Donc nous voulons qu'il y ait ces supports, qu'il y ait justement des personnes pour les vies scolaires, pour les aides administratives des directeurs, l'accompagnement aux enfants en situation de handicap. Et puis après, c'est aussi pour nos conditions d'exercice et de vie sur les sites isolés, notamment le Maroni et l'Oyapock. C'est vrai qu'il y a eu des promesses qui ont été faites pour des constructions sur du neuf, mais il n'y a eu aucun chiffrage sur la réhabilitation et l'entretien de l'existant. Parce qu'il est à savoir que tous les établissements du second degré et peut-être même du premier degré sont en sureffectif.
Et là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment proposé à court terme. Et ce sera le but de notre rencontre de cet après-midi où on va justement discuter avec les décideurs de voir comment affiner ces propositions-là et puis comment éviter d'arriver à un embrasement. Social toujours avec le débrayage ce matin des salariés de l'Institut médico-éducatif départemental Léopold Eder. Non-respect du code du travail, refus du dialogue social, gestion violente des ressources humaines. Le directeur est mis en cause dans la dégradation des rapports professionnels. Les salariés craignent des risques psychosociaux. Pour eux, les souffrances au travail sont devenues insoutenables. Martine Nivois, déléguée syndicale CFDT-CDTG, était au micro de Jonathan Larieux. Nous attendons des signes rapides, donc déjà orientés vers quelle structure d'écoute les personnels peuvent aller sans bien sûr se signaler à lui. Deuxième chose, réunion rapide du CHSCT, puisque le droit d'alerte a été lancé en même temps. L'un des plus gros problèmes, c'est une gestion des ressources humaines vécue comme dure, brutale et insuffisamment expliquée aux collègues. En tout cas, nous avons là-bas des salariés en souffrance, en trop grand nombre, et ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il manque des médecins, il manque des personnels, y compris à cause d'arrêts de travail. Et la charge de travail est très, très lourde, le stress important et les injonctions contradictoires, les conflits de valeurs minent la santé des personnels. C'est vrai que les absences pour congé maladie pèsent, l'absence de médecin pèse, mais c'est toute une ambiance de travail qui est mauvaise. La gestion des ressources humaines a dégénéré depuis plusieurs mois vers, je vous dis, l'intransigeance, l'autoritarisme, les décisions sont prises sans explication, les collègues se sentent réduits. Un tour en Guadeloupe avec la saison touristique qui pourrait bien être celle de tous les records. Une cinquantaine de bateaux de croisière de plus que l'année dernière débarquera à Pointe-à-Pitre en raison du transfert des escales croisières de Saint-Martin dont bénéficie la Guadeloupe. Autant de clients potentiels de moins pour les 400 artisans taxis. Ils menacent de se mobiliser. Les explications de Karen Diem. À une semaine de l'arrivée d'un nouveau bateau de croisière en Guadeloupe, les chauffeurs de taxi ne cachent pas leur inquiétude quant à leur outil de travail. Alors que la saison de croisière a commencé, nous ne savons toujours pas quelles seront les modalités d'accès au terminal de croisière. Nous, les taxis, nous avons de plein droit la possibilité de stationner en attendant des clients à l'intérieur du port. La préfecture et les autorités portuaires ont commencé une série de réunions qu'elles ont subitement décidé d'interrompre le 17 août. Le premier bateau est arrivé le 3 octobre. Sur les 450 taxis de la Guadeloupe, seuls 27 taxis pointois ont eu le droit de rentrer à l'intérieur du port. Réunis en intersyndicale, les taxiteurs ont d'abord entrepris la rédaction d'une lettre ouverte au préfet de Guadeloupe. Là, nous sommes dans la phase non contentieuse, puisque le préfet n'a toujours pas mis en place son arrêté préfectoral. Donc, on est dans une phase de négociation avec les autorités préfectorales. Donc, tout ce que nous souhaitons, c'est que dans l'arrêté préfectoral prévu, mais que cet arrêté respecte la loi et que les propositions qui sont déjà soumises par la préfecture et soi-disant actées, mais qu'elles n'apparaissent pas dans l'arrêté préfectoral. Donc, nous nous mobiliserons pour que ça n'arrive pas. Et donc là, nous attendons le prochain bateau qui est prévu le 17 octobre et on souhaite que non seulement la préfecture enfin nous réponde, puisqu'elle ne nous a jamais répondu ni aux sollicitations, ni aux courriers, ni aux différentes manifestations que les taxis ont pu avoir, mais en plus, on souhaite que les réponses de la préfecture aillent dans le sens de la réglementation. Plus qu'une mauvaise gestion des services de l'espace portuaire, le collectif dénonce la mort inévitable du tourisme de proximité au profit de plus grosses structures. Si on veut mettre à l'écart les taxis et les autres transporteurs indépendants, on fait la part belle à de grosses sociétés et surtout, on coupe l'authenticité de la découverte Guadeloupe. Parce que lorsque vous faites une visite de la Guadeloupe avec un taxi, vous goûtez un peu de ce qu'est la Guadeloupe, de la culture de la Guadeloupe, de l'histoire de la Guadeloupe. Si on veut priver les croisiéristes de ce contact avec la population, qu'on nous le dise. En attendant, l'intersyndicale espère une réponse du préfet.
avant le 17 octobre prochain. Prenons la direction d'Haïti. À présent, il y a un an, Médecins sans frontières avait récolté plus de 170 000 € pour rénover l'hôpital des Grands Brûlés qui avait donc été détruit lors du tremblement de terre de janvier 2010. Les travaux du nouvel hôpital ont commencé. Visite de chantier avec Anaïs Gall. C'était il y a un an à Port-au-Prince. La petite Angéline a alors 14 mois. Elle est admise en urgence au centre de Grands Brûlés de Drouillard de Médecins sans frontières. Ok. La fillette est victime d'un accident domestique. Elle s'est brûlée au second degré en tombant dans un chaudron de nourriture. C'est le pain quotidien de nos admissions ici. Environ plus de 50 à 60% des admissions, ce sont les enfants. C'est toujours des accidents comme ça, des accidents domestiques, négligence des parents, et puis ils se sont brûlés. Un cas loin d'être isolé à Haïti. Depuis le tremblement de terre en 2010, nombreuses sont les familles à habiter dans des logements insalubres. Alors la brûlure est devenue un véritable fléau. On fait beau ça. Ça dit, ouais, on boule tout dans le poing, on boule l'estomac, ouais, on boule tout dans le dos. Moi, j'ai boulé septembre 2014. Moi qui me suis mis là, il y a dit qu'on aime, parce que j'ai fait 35 jours là. Stanley est un réel soutien pour les patients du centre, car il est lui-même passé par là. Lui et son frère Ernst ont tous les deux été gravement brûlés lors d'une explosion dans leur maison il y a quelques années. Aujourd'hui, ils savent que c'est grâce à leur prise en charge à Drouillard qu'ils ont été sauvés. Quand je viens à l'hôpital pour faire des pansements, de suivre les physiothérapeutes, et je vois parfois des gens à la rue qui me traitent comme Michael Jackson. J'avais 2 gants, des vêtements compressibles de la tête et aux pieds. Si MSF n'existait pas, je serais à côté du bon Dieu, je ne sais pas où je serais. Maintenant, je me dis que je suis un produit de la MSF, parce que c'est grâce à MSF que je suis là maintenant. Le centre de Grands Brûlés est la seule structure de ce type pour tout le pays, soit 10 millions d'habitants. Les patients sont pourtant de plus en plus nombreux et nécessitent l'intervention de plusieurs professionnels de santé. Il y a non seulement les paramédicaux, les médicaux, il y a la santé mentale qui doit intervenir, il y a aussi le laboratoire qui doit intervenir, plus la physio qui doit intervenir. Si on fait seulement la prise en charge de la brûlure, et sur le plan médical, la personne s'en sort très bien, mais la personne est dysfonctionnelle. Pour optimiser l'accueil des patients, MSF a mis en place un projet de rénovation du centre. Grâce à une collecte en octobre dernier, l'ONG a récolté 172 000 € auprès des Antilles françaises. Aujourd'hui, les travaux ont commencé pour construire des locaux plus adaptés. On va reconstruire 4 bâtiments, l'isolement, les soins intensifs, l'hospitalisation et le service ambulatoire. Donc là, on a voulu reconstruire avec des nouveaux matériaux. C'est du polystyrène, une structure préfabriquée avec des murs en polystyrène. Cette structure permet d'être résistante au tremblement de terre et aux cyclones, ce qui est assez important à Haïti. Et les murs en polystyrène sont un matériau isolant qui permet de réduire l'impact écologique du bâtiment. 2 des bâtiments devraient être opérationnels à la fin de l'année. Les 2 autres ouvriront en début d'année prochaine. Demain, 10 octobre, c'est la journée nationale des 10. Pour en parler ce soir, nous recevons Neza Bissara. Vous êtes neuropsychologue. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté, vous, notre invitation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-nous de votre travail, la neuropsychologie. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous faites? Alors, la neuropsychologie, c'est un domaine très vaste, en fait, qui est au carrefour de 2 disciplines, donc la psychologie cognitive et les neurosciences. Donc, en fait, c'est une discipline qui fait le lien entre le cerveau et le fonctionnement cognitif, comportemental et émotionnel des individus. Donc, plus concrètement, donc une fonction cognitive, c'est quoi? C'est toutes ces fonctions de haut niveau qui nous permettent, à nous, individus, de nous adapter au quotidien. Donc, c'est comment on perçoit, comment on comprend les choses, comment on s'exprime, comment on mémorise, comment on fait le lien entre nos connaissances, comment on organise un événement, comment on fait ses lacets, comment on se brosse les dents, etc., etc. Donc, toutes ces fonctions cognitives, en fait, aujourd'hui, on peut les localiser au niveau
niveau du cerveau. Par exemple, si je touche à ce niveau-là, en temporal gauche, je sais que c'est là où il y a le substrat du cerveau qui va me permettre de produire des mots. Par exemple, au niveau de nos aires frontales, ici, c'est le cerveau qui va nous permettre d'être attentif, de pouvoir résoudre des problèmes, de pouvoir être motivé. Voilà, donc le travail de neuropsychologue, en fait, consiste à recevoir, alors pour ma part, je suis spécialisée avec les enfants et les adolescents, donc qui ont une plainte qui vient souvent de l'environnement scolaire. Donc on va faire un bilan qui est quand même très complet et assez long, où on va évaluer en fait toutes ces fonctions cognitives et notamment celles qui sont impliquées dans les apprentissages pour faire un état des lieux, voir quelles sont leurs forces et quelles sont leurs fragilités. Alors, la journée du 10, donc c'était un jeu de mots, 10 octobre, 10, donc c'est donc le préfixe grec 10 qui signifie difficulté, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dysorthographie, etc., etc., autant de difficultés que peuvent rencontrer les enfants dans l'apprentissage. D'un point de vue neurologique, comment ça fonctionne, ces types de difficultés ? Alors, 10, en fait, c'est la contraction donc, de dysfonctionnement. Donc, ce qui se passe, c'est que les enfants 10, qui sont par ailleurs qui ont une intelligence normale, oui, vont avoir un dysfonctionnement spécifique qui va être localisé à un endroit du cerveau. Donc, si ce dysfonctionnement-là atteint l'aire du cerveau qui s'occupe de la lecture, donc il y aura une dyslexie, donc un dysfonctionnement de la lecture. S'il y a un dysfonctionnement qui va être au niveau de la zone qui gère les mathématiques, donc l'enfant sera dyscalculique. Par ailleurs, ils ont une difficulté qui va être localisée, mais pour autant, un enfant dyslexique pourra être excellent dans la manipulation des nombres en mathématiques. Un enfant qui a une dyspraxie, qui a des difficultés à coordonner ses gestes, à écrire, à coordonner tout son corps, va avoir des compétences dans le domaine du verbal excellentes. Normal, voilà. Mais les enfants 10, en fait, vont avoir du coup des difficultés au niveau de leurs apprentissages parce qu'ils n'arrivent pas à automatiser tel ou tel apprentissage. Et c'est pour ça, donc, du coup, qu'il faut qu'il y ait un diagnostic pour permettre la meilleure des prises en charge. Comment se fait le repérage, le diagnostic de ces 10 ? Alors, le repérage va se faire souvent en première attention dans l'environnement scolaire. Donc, souvent, c'est les enseignants qui vont alerter les parents en disant « cet enfant-là, il n'automatise toujours pas l'écrit, il va mieux écrire, mais c'est encore lent. Malgré les efforts répétés, il n'arrive toujours pas à lire de façon fluide et à comprendre en même temps. » Donc là, le parent aura plusieurs possibilités. Donc, soit on va l'orienter vers une psychologue scolaire, soit on va l'orienter vers des professionnels du libéral ou vers des structures qui accueillent les enfants tout venant, type CAMS ou CMPP. Voilà. Donc là, il y aura toujours... Vous intervenez auprès des enseignants, par exemple, pour leur permettre de comprendre ces dysfonctionnements neurologiques. Tout à fait. C'est-à-dire que quand il y aura un bilan de neuropsychologie qui sera fait, donc le 10 est un trouble. C'est un trouble, donc c'est médical. Le diagnostic est posé par un médecin. Mais nous, en tant que neuropsy, on a une expertise qui fait qu'on va envoyer donc, tous les enfants vers neuropédiatre, pédopsie ou médecin généraliste qui est spécialisé. Suite à ça, donc on va en effet, personnellement j'interviens dans les équipes de suivi de scolarisation, dans les équipes pédagogiques pour expliquer, voilà, donc cet enfant, il a ça, et voilà les adaptations, et voilà la pédagogie différenciée qu'on peut mettre en place pour l'aider. Et justement, qu'il ne soit pas en difficulté. Parce qu'un enfant 10 a du mal à automatiser. Donc quand on n'automatise pas, c'est très coûteux en énergie. Donc un enfant qui est en train de déchiffrer, qui doit en même temps comprendre ce qu'il lit, tout son réservoir attentionnel est capté par cette tâche, alors qu'il ne peut pas se libérer ou se désengager pour autre chose. Et c'est pareil à la maison, c'est pareil pour le temps des devoirs. Donc c'est des enfants qui sont en souffrance. Alors, on peut y remédier, on peut y remédier quand même avec l'enfant parce que son cerveau est suffisamment élastique pour se réhabituer. Mais quand on est adulte et on n'a pas été dépisté, entre guillemets, quand on était enfant, qu'est-ce qu'on a comme difficulté dans la société au quotidien ? Alors, tout d'abord, tout dépend quand on dit dyslexique, il n'y aura jamais deux dyslexiques qui sont pareils. On a une singularité, on est des individus tous différents, donc les troubles ne sont pas forcément exprimés de la même façon. Donc ils peuvent compenser et c'est vrai qu'ils mettent en place déjà des stratégies. Nous, en tant que professionnels, on leur donne des stratégies pour pallier, pour leur apprendre justement à utiliser leurs forces cognitives pour pallier les difficultés. Mais en tant qu'adultes, ils ont mis en place des stratégies, ils apprennent à comprendre comment ils fonctionnent en fait, puisqu'ils sont par ailleurs intelligents. Mais 10 on est, 10 on reste. C'est un trouble. Et en tant qu'adulte, comment est-ce qu'on le repère dans la vie professionnelle? Est-ce que c'est dérangeant d'être
Aujourd'hui, dyspraxique. Alors, dysphasique, tout dépend de la gravité. C'est-à-dire que les enfants, les adultes qui étaient dysphasiques, en tout cas dans la production du langage, vont par exemple avoir plus de mal à s'exprimer, à organiser ses idées. Mais eux-mêmes, ils savent maintenant qu'ils doivent parler, utiliser peut-être peu de phrases, s'organiser bien dans leur tête avant de... Parce que c'est important, en fait, la communication dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Voilà. Après, il y a des neuropsychologues chez l'adulte aussi, hein, qui peuvent les accompagner en fonction de la difficulté. L'écriture, heureusement aujourd'hui on est dans le numérique, on peut passer sur ordinateur. D'ailleurs, il y a des enfants qui sont dyspraxiques et qui ont une dysgraphie associée. Et on peut leur mettre en place un ordinateur et c'est l'ergothérapeute qui va leur apprendre à l'utiliser. En tout cas, si on estime que l'écriture n'est pas fonctionnelle. Voilà. Très bien. Et du coup, le 10 octobre, un ensemble d'activités sont prévues en Guyane. Nous y reviendrons demain dans notre édition. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Et pour poursuivre ce journal, donc cette actualité de Guyanais qui ont été récompensés par le président de la République, c'était samedi dernier à l'Élysée, pour leur intervention lors des ouragans à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il s'agit donc du colonel Anténor Abazac, donc le directeur du SDIS, et de la Guyanaise également dans le SDIS. Regardez ce reportage de nos correspondants, correspondants à Paris plutôt. Regardez. C'est sous les lustres à facettes du grand salon du Palais de l'Élysée que le président de la République a rendu hommage vendredi soir aux soldats du feu venus de tous les départements. Le président a rappelé le dévouement des pompiers dans la lutte contre les feux de forêt cet été en métropole et leur remarquable intervention en Outre-mer après le passage des ouragans qui ont ravagé Saint-Martin, Saint-Barth et frappé la Guadeloupe et la Martinique. Ce que vous avez réalisé, c'est l'un des plus grands ponts aériens et maritimes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quel que soit aujourd'hui votre statut, votre rôle, vous faites partie des héros de la République. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ce qui s'est passé ces derniers mois en France a été très dur pour nombre de nos territoires, pour une bonne partie de notre population, parfois éminemment traumatisant. Mais chacune et chacun dans votre condition, vous avez été des engagés. Vous avez risqué vos vies, vous avez aidé, vous n'avez pas compté vos heures, vous n'avez parfois plus vraiment distingué le jour de la nuit. Alors la République est fière de vous. Et la République continuera, dans les années qui viennent, à accompagner ce que vous êtes, parce que nous en avons besoin. Alors pour tout cela, merci. Vive la République et vive la France. Des paroles qui ont réchauffé le cœur des participants, parmi lesquels se trouvent les membres de la délégation guyanaise, conduite par le patron des sapeurs-pompiers de Guyane. Nous ne sommes pas des héros, mais nous sommes humblement des hommes qui essaient de faire leur métier de la meilleure manière qui soit. Le sens de notre intervention, surtout, ce que je voulais toujours démontrer, c'est que la Guyane peut et doit être le support des secours pour la Caraïbe et pour les Antilles. Nous sommes un département où il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas trop de tremblements de terre, et nous sommes, disons, un peu secure, comme diraient les Anglais, de manière à pouvoir, à partir de la Guyane, lancer les premiers secours sur les Antilles. 25 sapeurs-pompiers guyanais ont été engagés à Saint-Martin, aux îles des Saintes et en Guadeloupe. Alors à Saint-Martin, nous avions plusieurs spécialités, déblaiement, grimpe et sauvetage. Et donc nous avons eu à faire surtout du déblaiement, de la réhabilitation de certaines habitations et du ravitaillement en eau et en nourriture. Et nous, les infirmiers et infirmières, nous avons dû prodiguer des premiers soins. Cet honneur rendu aux pompiers professionnels ou volontaires ici à l'Élysée est une première et est perçu avec satisfaction. Oui, c'est une certaine reconnaissance du travail, ce que nous amenons pour l'autre, parce que nous savons nous dévouer pour les autres. C'est surtout cela. Tout en restant assez humble, hein, toujours dans l'humilité, mais c'est très important quand même d'avoir une certaine reconnaissance. On en a besoin aussi. Les Bandidas et les Cariacous, vainqueurs de la 15e édition des Maîtres de la Pagaie. Une vingtaine d'équipes se sont affrontées tout ce week-end au lac Bois-Chauda de Kourou. À bord de pirogues traditionnelles de 12 mètres, un rythmeur, un barreur et 10 pégayeurs composent l'équipage. Récit d'un combat de Ramédo avec Stéphane Govinda. Les Bandidas raflent le titre des Maîtres de la Pagaie 2017 contre toute attente. Une victoire malgré tout méritée qui arrive après de nombreuses années de participation. Un grand
grand merci, un grand bravo. Elles sont magnifiques, elles sont super, elles n'ont jamais lâché à aucun moment et c'est une belle équipe. Ça fait très longtemps qu'on participe, depuis 2005, ça fait 12 ans. Et donc il y en a qui sont encore là depuis 2005, donc merci à elles, merci à tout le monde. Les bandidas qui sont partis, qui nous encouragent par message tout le temps. Voilà. Mais super, terre de jeu, ils ont fait un feu d'artifice extraordinaire hier soir pour nous tous et on leur remercie pour ça. Un bilan plutôt positif pour les organisateurs de cet événement qui, on peut le dire, prend un peu plus d'importance chaque année. Les Maîtres de la Pagaie ouvre toute une série de compétitions de pirogue à 12 qui est quand même très spécifique, hein, c'est un sport guyanais. Et après, vous avez des compétitions qui s'enchaînent et qui sont organisées par d'autres associations. Donc nous, en fait, on est quelque part un petit peu l'événement qui commence l'année, c'est pas vraiment un championnat. Il y en a qui calculent et qui font des championnats. Mais on ne s'est pas encore fédérés tous pour essayer de faire un championnat. Ça reste un sport pour l'instant qui monte en puissance, donc on va peut-être pouvoir y penser. Mais comme je vous dis, aujourd'hui c'est dur de penser à plein de choses. Là, on est sur les rotules. Là, on est content en fait. On a gagné, on est content. On est content. Ouais. Celle-là, elle était loin les d'être bien. 9 victoires, dont 7 consécutives. Ça, c'est victoire consécutive. Le départ par rapport à la première bouée était un petit peu particulier, mais au final il s'avère qu'on l'a vu au milieu de la course que le couloir le plus intéressant ça reste celui de l'intérieur. Donc stratégie habituelle au maître de la pagaie, c'est-à-dire se positionner au mieux pour la finale, être au meilleur couloir pour avoir le petit avantage qui fait la différence, parce qu'aujourd'hui c'est plus la différence à la rame qui fait le podium, parce qu'on vraiment on se vaut tous, hein, les 3-4 premiers, ça se voit sur toute la ligne droite, on arrive ensemble à la bouée. C'est les petits mètres qu'on va gratter à droite, à gauche, et comme à l'intérieur, comme tout dans un stade de foot, hein, celui qui fait l'intérieur du parcours fait moins de chemin, et voilà, en faisant moins de chemin, ça fait la différence, on gagne. La 6e biennale du festival Bushi Condé Sama s'est tenue ce samedi sur la place des Palmistes à Cayenne, une rencontre autour de la tradition artisanale et musicale à Loukou. Regardez ce reportage de Stéphane Govindin. Apprécier le savoir-faire et le savoir-être de nos artisans, de nos agroalimentaires, de nos agrotransformateurs, pardon. Et puis, comment dirais-je, cette convivialité, ce savoir-faire des Bushi Condé Sama. Peut-être on pourrait aussi le déplacer aussi à Patou, par exemple. Mais bon, comme je vous dis, c'est une question de financement. Voilà, parce que réaliser un événement de ce type demande un certain investissement. Culture toujours pour clore ce journal avec ces images de la Guyane Fashion Week. Samedi soir, le dernier catwalk a eu lieu dans la rue avenue de l'Université à la ZAC Hibiscus. Cette année, une dizaine de stylistes locaux ont pris part à cette 5e édition. C'est la fin de ces tranches d'informations. Voici les titres que nous avons développés. Deuxième semaine de grogne des lycéens, ils ne démordent pas. 4 établissements bloqués ce lundi matin. Les élèves réclament de meilleures conditions de scolarisation et le renforcement de la sécurité aux abords des lycées. 170 000 € récoltés par l'association Sans Frontières, des médecins sans frontières pour rénover l'hôpital de Grand-Brûlé de Douria en Haïti, détruit lors du tremblement de terre de janvier 2010. Nous en parlions dans ce journal. Enfin, les Bandidas et les Kariakou, vainqueurs de la 15e édition des Maîtres de la Pagaie. Une vingtaine d'équipes se sont affrontées ce week-end au lac Bois-Chauda de Kourou. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.